Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec un sommaire très chargé. On va parler d'un hôtel qui pourrait s'installer au château de Versailles, et non pas d'un château qui pourrait s'installer à l'hôtel, ce qui n'aurait aucun intérêt. On va parler de la journée sans voiture, on va parler d'Emmanuel Macron, de la manifestation des élus locaux, on parlera aussi de football et des incidents qui se produisent dans les stades, est-ce qu'il faut sanctionner comme on le dit. Et pour parler de tous ces sujets, nous avons Stéphane Monson, bonjour. Bonjour Patrice. De l'université de Versailles-Saint-Quentin. En Yvelines. En Yvelines, absolument. Florence Mercadet-Choquet, avocate au barreau de Versailles, en Yvelines. Bonjour Versailles. Bonjour Versailles. Moustapha Larbaoui, bonjour, qu'on est ravis. Ça faisait un petit moment que vous n'étiez pas venu parce que vous étiez très occupé. On a appris que les pharmaciens étaient en crise, donc vous étiez solidaire avec eux, c'est pour ça que vous ne veniez pas. Non, je n'étais pas en crise de nerfs, mais au contraire, j'ai pris un peu de recul, mais devant l'insistance et tous les mails que vous avez reçus à l'antenne, voilà. Suppliant mon retour, où est passé Moustapha ? Je suis revenu et franchement, je suis très content de vous retrouver. Merci. Et donc, vous ne connaissiez pas Félicité N'Guijol, qui revient pour la deuxième fois. Bonjour, ça va bien, qui est donc comédienne. Et à côté de vous, Jean-Charles Lajoigny, éditeur. On parlera d'un livre que vous avez publié il y a quelque temps sur les bannières. Ça s'appelle L'art et la bannière, sur les bannières de football qu'on trouve dans les stades de football, qui est un livre absolument désopilant et qui pourra nous servir pour illustrer notre débat tout à l'heure. On va peut-être commencer par cet hôtel qui pourrait s'installer au château de Versailles. Je vous propose de voir un sujet sur ce projet. On en parle tout de suite après. Faute de moyens pour assurer la restauration, le château de Versailles vient de lancer un appel d'offres pour un contrat de concession des bâtiments du Grand et Petit Contrôle et du pavillon des Saints-Marches. L'état de délabrement de ces bâtiments proches de l'Orangerie explique l'initiative de l'établissement public du château. 20 candidats ont répondu à l'appel et soumis un projet dans l'espoir de décrocher cette concession pour une durée de 50 ans. Le groupe Hôtel et Patrimoine développe des hôtels dans les bâtiments historiques et fait partie des postulants. Leur souhait, créer un hôtel de charme 5 étoiles d'une trentaine de chambres exclusives. Notre ADN ou nos caractéristiques à nous, c'est un très grand respect de la partie historique et développer une offre commerciale raisonnable. On est vraiment appliqué à préserver l'esprit des lieux, l'esprit du lieu dans lequel on travaille. Donc voilà. Pour nous, Versailles, ça s'est imposé comme naturel. Le député maire de Versailles, François de Mazières, approuve ce projet, le château ne pouvant assurer lui-même la restauration. Certains détracteurs se font néanmoins entendre. Ils préféraient voir à l'intérieur du bâtiment la construction d'un musée Louis XIV, accompagné d'expositions temporaires pour financer la restauration du site. C'est un hôtel de luxe qui est contraire à l'image de charme français. Ça va attirer des milliardaires et éloigner de la ville et de l'intérêt pour la ville. Ça, c'est la première chose. Ça nuit au modèle français et ça va dans le sens de l'aseptisation, de la standardisation. Deux, ça ne rapportera rien. C'est-à-dire 500 000 € par an, c'est de la rigolade, puisque ce parking rapporte 3 millions par an par le château. Le château de Versailles n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Le nom de la société retenue sera dévoilé en janvier 2016. On voit donc que c'est un projet qui fait polémique. Alors, on peut rappeler que ce seront des bâtiments qui seront près du parterre de l'Orangerie, qui sont des bâtiments qui, pour aujourd'hui, sont inoccupés depuis 2008. Est-ce que vous pensez, comme cet intervenant qu'on a vu, que ça nuit au modèle français ? Ah non, mais pas du tout. Je trouve que c'est une idée géniale. Ces bâtiments sont en train de s'écrouler. Oui, c'est vrai. Ça peut être magnifique, ça sera de nouveau magnifique. Faire un hôtel, je pense que c'est merveilleux. Du monde entier, les gens se battront pour venir quasiment coucher au château de Versailles. Il y a 23 chambres en plus. Donc non, mais voilà, c'est pas du tout un truc gigantesque. Ça va être fait dans le respect des normes, dans le respect de la beauté du site, etc. C'est la compagnie hôtelière qui va régler l'addition, qui va remettre le truc aux normes. Il y a beaucoup de candidats. Voilà, mais ça va être super. Ça manquait à Versailles. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça aurait été choquant que ce soit en plein milieu du château, mais là, c'est vraiment un bâtiment annexe, mais tout près du château, juste derrière l'Orangerie. Moi, je trouve que c'est une idée remarquable. C'est très, très bien. Félicité, non ? Du même avis, si ça peut aussi vous avez toujours aider... du même avis que Jean-Charles, en fait. Vous avez une sorte de modèle. De gourou. J'essaie de penser par moi-même. C'est difficile.
Non, mais j'ai vraiment... en fait, j'ai le Ça vous sentiment que ça tenterait, peut par aider exemple, d'aller dormir un jour? si j'en avais les moyens, parce que je pense que ça sera vraiment une question de moyens. Oui, ce serait magnifique, je pense. Quel plaisir de se lever le matin Oui, c'est magnifique. et d'avoir un tel... ça serait vraiment fantastique, ouais. Mais déjà, on peut coucher au Trianon Oui, et on voit le parc, c'est magnifique. Oui. Ça, c'est extraordinaire déjà. Donc ça fera de l'autre côté du parc et tout. Non, c'est vraiment une idée parfaite. Moustapha? Ah, moi, je suis toujours d'avis de féliciter, je suis toujours d'accord avec elle. D'ailleurs, tout le monde le sait Et maintenant. donc, vous voulez l'amener C'est chronique et rarement avec Jean-Charles, donc là je suis un petit peu embêté. Mais c'est vrai que je m'attendais à un côté plus conservatoire et je m'attendais à ce qu'ils me disent que le château de Versailles ne devait pas changer. Voilà, c'est gravé dans le marbre versaillais, le marbre rose du Trianon et qu'il fallait pas y mettre des chambres. J'ai bien fait de revenir et je crois que mon influence est terrible aussi sur toi. Il est plus Si libre. t'as l'influence sur elle, j'ai de l'influence sur toi. Il est plus Non, libre que vous ne le pensiez. Bien sûr, comme le dit Jean-Charles, c'est une très 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 bonne idée. Après tout, il y a des prétextes pour tout en France et souvent pour faire du commerce, pour faire du business, pour faire de l'économie, pour faire de l'activité. Alors, il faut dire qu'il y a une baisse comprendre. des dotations de l'État. Ouais, On en reparlera voilà. peut-être tout à l'heure avec les collectivités locales, mais on est confronté partout Alors, il y a une à ce limite à problème. ça. Il y a une limite à ça, mais je pense qu'on la trouvera. Ils vont la trouver. C'est qu'effectivement, ça reste un site prestigieux et qu'il n'y aura aucune dégradation a priori, parce que c'est vraiment à part du château, c'est en face de la pièce des Suisses. C'est pratiquement dégradé. En tous les cas, c'est à l'abandon. Ouais, c'est une très bonne idée, bien sûr. Florence, vous bien, pouvez je commencer comme le dit j'ai pas Jean-Charles grand-chose à dire. Vous êtes dans la ligne comme le disait Jean-Charles C'est Jean-Charles, non, mais je suis assez d'accord aussi. Je pense que c'est une façon de privatiser les monuments historiques. Oui, c'est Mais une sorte de oui, c'est privatisation. une sorte quand de même, privatisation, mais si derrière ça peut permettre à continuer à entretenir aussi bien le château de Versailles, je trouve ça très bien. Je trouvais que c'est le modèle français, donc contrairement à l'intervenant. On a vu dans le Je suis pas tout à fait sujet. d'accord. C'est l'entrée Stéphane dans le Manson 21e siècle. Moi, Pardon C'est l'entrée dans le 21e siècle. C'est une Oui, autre mais on n'est façon pas obligé de- d'accepter de gérer dans ça. le 21e siècle. Oui, bien entendu, mais je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre que les modèles puissent changer. Et c'est une des propositions, je la trouve plutôt honnête. Stéphane Manson? je cherchais, moi, des arguments contre, parce Oui. que ce consensus Ouais, est ça, insupportable. consensus. On a flou. cherché avant toi. Mais, on l'a pas mais, trouvé. mais finalement, non, enfin, dès lors qu'il y a effectivement des limites d'ordre d'ordre esthétique notamment, ça montre que le patrimoine, c'est pas une affaire poussiéreuse, c'est pas quelque chose qu'on met sous cloche. Au contraire, c'est une affaire vivante et ça peut être une richesse à tout point de vue. Une richesse culturelle, historique, mais aussi, pourquoi pas, Patrimoniale et une financière. richesse économique, Ouais, bien économique. entendu. Et puis, Guy Savoie s'installe à la Monnaie de Paris. Personne ne râle. Et c'est Surtout pas lui. Et c'est une très bonne chose aussi. Je veux dire, ça fait vivre des bâtiments, etc. Absolument. Donc, C'est beau, d'ailleurs. Je pense que c'est dans la même lignée et c'est tout à fait, D'accord. tout à fait bien. Et est-ce que vous êtes aussi d'accord avec la journée sans voiture dimanche? Qui va pratiquer cette journée? Moi, j'y vais en voiture. Je compte m'y rendre en voiture. C'est à Paris, hein. Bah oui, mais moi je suis embêtée parce que je dois prendre un train à la gare de Lyon dimanche après-midi. Il y a des taxis. Et voilà. Alors oui, ça c'est intéressant Taxis parce qu'il y a peuvent une grosse rouler. bagarre. Il n'y a que les taxis et pas les VTC. Et des Ah oui. taxis, et des Et pas taxis à 10 euros Voilà. Oui, pour moins la, cher. pour la journée sans voiture. Les taxis Bon. sont moins chers. Voilà. Donc plutôt bonne initiative, à votre avis? Florence, par exemple? Non? À part le fait D'abord, que vous c'est un alliez peu- à la gare de Je Lyon, vais être un qui peu nous embarrassée intéresse pour beaucoup, aller à la mais- gare de Lyon. Écoutez, je trouve que c'est un peu. C'est de la c'est une pédagogie, c'est une demi-journée parce que c'est 11h-18h, c'est pas tout Paris. Il y a la possibilité d'avoir des taxis, donc c'est un peu bâtard comme Ah, vous êtes, solution. carrément mais soit on est, l'interdiction. soit on dit on fait une vraie journée sans voiture et c'est une vraie journée sans voiture et c'est tout Paris et on fait quelque chose de radical pour marquer les esprits parce que l'histoire c'est de marquer les esprits, de faire réfléchir les gens. Enfin, je sais pas, je suis peut-être un peu naïve, mais bon, soit on fait quelque chose d'un peu radical qui marque et qui va dans le sens de on va aller vers de l'alternance à Paris parce que c'est un peu aussi ce vers quoi Madame Hidalgo souhaite aller. Là, faire juste 11h, 18h, laisser les taxis, c'est un peu gadget, je trouve. Voilà. C'est du gadget. Alors déjà, Paris, on dirait Pyongyang, passé 1h du matin. Il n'y a plus une lumière, c'est une ville, c'est sordide. Enfin, c'est devenu, je ne sais pas si vous promenez. Non, mais vous êtes déjà promené dans Paris depuis quelque temps, à passer 1 heure. Tout est éteint, tout. La ville lumière, on ne sait pas, elle a disparu, c'est terminé. Et là maintenant, c'est un nouveau gadget, plus de voitures dans Paris, on ne sait pas pourquoi. J'aimerais savoir combien ça va coûter d'avoir une journée pareille. Le budget de cette journée doit être absolument astronomique. Effectivement, pour une demi-zone, quelques voitures en moins, c'est vraiment c'est de la poudre aux yeux. C'est ridicule. Enfin,
j'ai quelques souvenirs de la première journée sans voiture. Oui. Je suis originaire de La Rochelle, La et Rochelle, elle avait été instaurée par quelqu'un pour lequel j'avais une grande Crépeau, amitié, c'était non. Michel Crépeau, C'était le maire Michel à l'époque, Crépeau, oui, absolument. qui avait été ministre de l'Environnement. Oui. Et moi, ça m'avait marqué parce que, au-delà du gadget, ça avait été une journée de très grande convivialité. Alors, c'était la première, dans un cadre... C'est La Rochelle. C'est La Rochelle, dans un cadre plus restreint, dans un cadre agréable. Ça avait été une qui magnifique pionnière journée. en matière d'environnement. En matière d'écologie urbaine. Les vélos, etc., hein, 76 ou 77. Donc, gadget peut-être, mais si ça se trouve, je ne sais pas, dans quelques décennies, on se souviendra de ces journées sans voiture comme étant réellement des actions pionnières. Hein, pionnières. Ouais. Moi, faut pas. Non, Jean-Charles, je vous trouve très râleur. C'est parce que c'est un truc de bobo. Cette attaque permanente de la voiture de la part de la mairie de Paris et de tout ce conseil municipal, c'est des gens qui habitent dans le cœur de Paris, qui peuvent tout faire à pied, qui ne se déplacent jamais, qui n'ont pas d'enfants, qui ne livrent pas, qui n'ont pas ou plus d'enfants. Et donc, effectivement, je veux dire, quand on est célibataire et qu'on habite à 2 pas de la mairie... Ce qui est la majorité des Parisiens. Exactement, c'est très agréable, on peut se passer de voiture. Mais quand on est un livreur, quand on est quelqu'un qui travaille, on ne peut pas se passer de voiture. Donc c'est une espèce de vœu pieux, vaguement électoraliste, et c'est un peu ridicule. Oui, une expérience. Sauf que, parce qu'après tout, ça serait une mairie de droite, j'apprécierais de la même façon, que ce soit Hidalgo ou un maire d'un bord politique différent. Il ne faut pas cliver en disant que finalement, on parle de la gestion de Paris, on commence à parler finalement de son manque de lumière, on est presque arrivé avec des chars sur les Champs-Élysées, la gauche au pouvoir, qui a des idées complètement dingues. Moi, à mon avis, il y a une chose qui m'intéresse, c'est le symbole. Tout le temps. Et ça a une force, le symbole. Et pour le coup... disais-je en remettant ma cravate, du coup, je considère que ce symbole a au moins ce mérite-là. Ces gadgets, ça servira à rien. Clairement, la pollution du samedi ne sera pas évacuée et on retrouvera la pollution lundi. Mais ça reste un symbole. La preuve, c'est qu'on en parle et il faut qu'on en parle. Donc c'est pédagogique, c'est symbolique. Et il faut bien qu'on commence par quelque chose. Solar Impulse, c'est un début. Et tu y es contre. Un après-midi, c'est un début, et tu es contre. Voilà, moi je considère qu'il faut innover, il faut impulser, voilà. Et voilà. Mais est-ce que ça veut favorable dire, à terme, que la voiture en ville est condamnée? C'est ça le problème. La question. C'est la même chose. Alors non, elle l'est. Ça sera aussi l'alternative, c'est-à-dire à un moment donné proposer une façon de vivre la ville autrement. C'est peut-être un petit laboratoire, on démarre. Patrice, le moteur à explosion est condamné probablement avec le diesel d'abord. La voiture électrique. Voilà, mais la voiture électrique. Enfin, le mode de déplacement, on en trouvera un autre. Oui, le moteur à explosion, bien sûr, il suffit d'acheter une voiture à 40 000 €, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, tout à fait de votre avis. Dites à tous les gens, dites aux livreurs que pour aller livrer la première Ford était une voiture inachetable. Et vous connaissez la devise de l'entreprise Ford à l'époque, c'était de faire baisser les coûts pour que ses propres salariés en achètent. Donc à l'époque, ça valait 40 000 € déjà, rapport au pouvoir d'achat de l'époque, la voiture valait très cher. Et la voiture de demain coûte très cher aujourd'hui. La voiture de demain coûte très cher aujourd'hui. Elle sera abordable demain. Et moi, j'y crois. Alors, puisqu'on parle de voiture... si on a en plus une Volkswagen diesel, il vaut mieux pas se déplacer dimanche dans Paris. Mais il faut revenir quand même sur cette affaire, qui est quand même une affaire absolument incroyable. D'abord, comment on peut expliquer qu'une entreprise comme ça puisse tricher à ce point-là et puisse leurrer et à la fois les pouvoirs publics et les États et peut-être ses acheteurs? Il y a tellement de pognon en jeu. Enfin, je veux dire, la tentation est grande. On a un moteur. A priori, c'est un moteur, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est un 2 litres diesel, je ne sais pas quoi. A priori, qui est sur des chaînes de montage, qui passent de la Volkswagen, qui migrent vers d'autres marques. Mais c'est aussi sur les utilitaires. Donc, aussi. Voilà, donc finalement, je me demande même à quel point il fallait pas vendre des moteurs parce qu'il y a une surproduction. Donc à un moment, les enjeux économiques sont tellement importants qu'on a trouvé ce biais, c'est-à-dire on ne sait pas baisser et s'adapter à des normes, auquel cas, on a un logiciel qui, lui, va s'adapter. La tentation est là, et à mon avis, la tentation, elle n'est pas que chez Volkswagen. Je suis sûr qu'elle est probablement
Alors, il faut dire que Volkswagen avait déjà fait ça, cette même, personne n'en parle, mais en 98, qu'ils avaient déjà été condamnés. Mais il faut dire qu'en 98, c'est pas la même époque qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce sens un peu peut-être de la protection de l'environnement, il n'y avait pas des amendes aussi fortes. Et donc, c'était déjà l'idée que le jeu en valait peut-être la chandelle. C'est un pari industriel de dire, voilà, on prend le risque, quitte à être condamné. Et je pense qu'ils l'ont repris là, avec, en ne s'attendant pas à ce qu'il y ait des condamnations aussi fortes. J'imagine pas la concurrence n'étant pas. Vous pensez que tout le monde Oui, parce qu'une voiture qui est aussi exceptionnelle devant les normes, quand d'autres constructeurs, à mon avis, ont du mal de la même façon, je ne peux pas imaginer qu'ils n'aient pas acheté une Volkswagen chez les autres concurrents et qu'ils l'aient démontée pièce par pièce et qu'ils l'aient pas découvert. Donc je ne peux pas imaginer que ça soit seul. Blanc. Je ne peux pas le croire. Ce qui est époustouflant, c'est, parce que pour répondre à votre question, en disant comment est-ce qu'on a pu imaginer un truc pareil, je trouve ça presque logique qu'ils essayent de le faire. Ce qui m'épate, c'est qu'ils aient pu le faire et que personne n'était au courant pendant aussi longtemps. Parce que c'est des millions de voitures, des centaines de milliers de salariés, et ça n'est jamais sorti. Enfin, sauf maintenant. Mais c'est de pouvoir conserver un tel secret pendant autant de temps que les concurrents dont Mustapha parlait n'aient pas dit, attendez, c'est quand même bizarre, ces voitures, pourquoi la leur... À mon avis, ils l'ont fait. Oui, mais enfin, voilà, le vrai coup de génie, c'est d'avoir pu le faire pendant aussi longtemps. C'est bien évidemment pas moral et c'est pas bien, mais alors, Monsieur Wintercom le PDG est un génie. Stéphane? Moi, je trouve que ça dit beaucoup aussi de la très grande impuissance dans laquelle se trouvent non seulement nos États, mais nos sociétés aussi face à des géants économiques du type Volkswagen. Je crois d'ailleurs qu'aux États-Unis, c'est une ONG qui a découvert le poteau rose. Ce ne sont pas les systèmes de contrôle des États eux-mêmes. Donc voilà une situation de plus dans laquelle on voit que nos sociétés finalement ne pèsent rien ou pratiquement rien à l'égard de puissances aussi colossales. Tout de même, les États, là, il s'agit quand même de 16 milliards de dollars d'amende pour les 400 000 voitures vendues sur le territoire américain. Il y a de la puissance publique aux États-Unis. On peut imaginer qu'en Europe, il y a des États qui réclament. Il y a des primes à la et la Corée du Sud a bougé. Là, la prime à la classe. 100 000 véhicules en Corée. Moi, Ségolène Royal l'a dit, pardon, un membre du gouvernement qui le dit. À un moment donné, on a filé du pognon quand même pour avoir des voitures propres, et celle-là en particulier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur réclame en retour. Les classes actions, elles n'ont pas commencé encore aux États-Unis. C'est parti. Ah oui, c'est parti. Il y a des classes actions de propriétaires de Volkswagen qui demandent des dommages d'intérêt en disant que les voitures, elles ne valent plus rien. Donc je vous demande des dommages d'intérêt pour la perte. Pour vendre aujourd'hui une Volkswagen diesel d'occasion. C'est un peu compliqué. Et puis les concessionnaires sont des privés, donc ils ont un parc automobile avec des voitures invendables. Ils sont privés, à mon avis attaqués aussi. Donc si la puissance d'État, à un moment donné, elle a quelques moyens. Oui, mais il n'a pas d'ordre de dire qu'elle n'est intervenue au terme d'un processus qu'elle n'a pas initié. Parce que je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais voilà, l'État est en charge de l'emploi et donc des entreprises qui fabriquent des bagnoles. On leur demande des normes et on leur demande un process pour vérifier. Le process a été respecté. Ils ont ouvert le capot, ils ont fait tourner les roues et ils ont mis un thermomètre dans le... Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'à présent... C'est juste qu'ils ont respecté le process. Il faut une ONG qui dit, attendez, sortie du banc, est-ce que ça marche? C'est plus polluant. Non, mais en France, personne n'y a pensé. Ce qui est un peu hallucinant, c'est que le contrôle est fait par le constructeur lui-même et qui dit, voilà, je vous donne ça. Et l'État dit, alors c'est bien. Ségolène Royal a prévu ça commence dès la semaine prochaine, paraît-il. Même de ce week-end, je crois, et sur des voitures françaises aussi. Sur 100 voitures prises au hasard. On va en parler parce qu'est-ce qu'il faut soupçonner tout le monde, comme le pense Mustapha. Félicité Nguijol? Je dis tant qu'à faire, oui. Il faudrait pouvoir... Vous suspectez tout le monde? Bah oui, je ne vois pas pourquoi ce serait seulement Volkswagen qui serait concerné. Le doute plane maintenant sur toutes les marques, effectivement. Non, mais ce qui est quand même un peu inquiétant, c'est qu'il semblerait que le ministre du Transport allemand était au courant. Oui. Et donc en fait, cette espèce de scandale économique, industriel, va peut-être tourner sur un scandale politique. Et puis pour l'Allemagne, je pense que c'est quand même assez catastrophique parce que l'industrie automobile est une industrie très forte et très puissante en Allemagne. Et compte tenu des dégâts financiers que ça va provoquer, ça va être assez catastrophique. Pour la marque, c'est dramatique, vous pensez? Pour la marque, je pense que c'est quand même... Elle va s'en relever. Hier, je regardais une sorte de micro-trottoir. Alors ça vaut ce que ça vaut, les micro-trottoirs, mais tous les gens interrogés n'avaient pas l'air catastrophés. Je pense que si on découvrait que le moteur est beaucoup moins puissant
que promis. Là, les gens seraient furieux en disant mais j'ai acheté un 2 litres et puis finalement c'est un 1,5 litre. Oui, sur la pollution, ça les concerne un peu moins. Alors que, mais est-ce qu'on ne peut pas penser qu'ils montent aussi sur la sécurité, qu'ils montent sur les performances, qu'ils montent... Je veux dire, pourquoi ils ne mentiraient que sur une chose, après tout? Oui, mais force est de reconnaître que quand même les voitures allemandes, bon, visiblement polluent plus qu'elles ne le prétendaient, mais ce sont quand même des bonnes voitures. Donc pour l'instant, voilà, on ne peut pas jeter toute l'industrie automobile à cause de ça. Deux choses, rapidement. Non, la première, moi, ce qui me gêne tout le temps, c'est quand on généralise, c'est-à-dire que c'est une voiture allemande, donc c'est les Allemands, c'est ça qui est terrifiant. Comme par exemple un incident au stade de foot, c'est les footeux. Et ces généralités, non mais c'est ces généralités-là qui me gênent. Donc les Allemands, à mon avis, il y a un Allemand qui a merdé ou un groupe d'Allemands au staff de chez. Est-ce que vous pensez que ça remonte au PDG ou pas? Et la deuxième chose, Patrice, c'est que c'est pas tant la marque, à mon avis, qui est en jeu, c'est que ça va leur coûter probablement tellement cher que demain, ça va être racheté par une marque concurrente, parce qu'à la bourse, ça vaudra plus rien, et que le cours boursier ça peut être racheté tout simplement avec une OPA inamicale. Ça va pas coûter si cher que ça. Un tiers de la valeur en 2 jours. Oui, mais 16 milliards d'amendes, c'est 1 an et demi de profit. Oui, mais il y a la chute de l'action, il y a des conséquences des ventes probablement moindres. Pour 400 000 voitures aux États-Unis, sans les classes actions, pas en France, dans tous les pays du monde, on pourrait imaginer qu'il y ait des sanctions qui soient prises. Moi, je peux imaginer que ça puisse coûter tellement cher que la valorisation boursière s'écroule et que ça soit éventuellement racheté. Moi, c'est à ça que je pense. Mais encore une fois, je pense au peuple allemand. À un moment donné, le peuple allemand, les Allemands n'ont rien à voir dans ça. Et pour répondre à votre question là sur le président, oui, parce que le président, je sais pas, c'est quand même curieux parce que lui, il se targue de connaître toutes les pièces du véhicule. Peut-être partir avec 60 millions en plus, donc. Oui. Donc je vois. Enfin, pour moi, je pense qu'il est au courant. Il est un peu coincé parce que soit il n'était pas au courant, il était incompétent, soit il est au courant, il est un escroc. Donc il a le choix. En tout cas, il est responsable, peut-être pas coupable, mais responsable. Plus généralement, mais parce que ça pose un problème au-delà de la voiture, mais on retrouve ça dans le discours politique. C'est à qui on peut faire confiance aujourd'hui? C'est ça la vraie question. Moi, je pense à nous-mêmes, c'est-à-dire que toutes ces normes et ces vérifications qui sont faites sur divers produits, on peut être amené à se poser des questions aussi. Oui, se demander dans quelle mesure de l'alimentation. Est-ce qu'on ne berne pas partout? Oui, Patrice, vous dites à qui peut-on faire confiance aujourd'hui? C'est à qui peut-on faire confiance tout court? Parce que c'est pas pire aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Je veux dire, voilà, la confiance, c'est juste l'ampleur de l'information. Je veux dire, quand on achetait une voiture il y a 40 ans, on connaissait à peu près combien consommait au kilomètre au 100, mais c'était à peu près tout. Aujourd'hui, on a soi-disant beaucoup d'informations, mais si ces informations sont fausses... Patrice, la police le sait très bien. Quand il y a un mobile de tous les crimes qu'on peut imaginer, souvent c'est le pognon. Là, on est face, pareil, à une masse d'argent, et donc on ne peut plus faire confiance quand il y a beaucoup d'argent. Dans le dopage, c'est l'argent. Dans le crime, c'est l'argent. Dans ces affaires-là, c'est l'argent. Donc il y a du blé. Donc à un moment donné... Non, mais quand je dis c'est un problème général, c'est dire il y a une crise de la parole donnée aujourd'hui. Enfin, je disais c'est vrai en politique, c'est vrai dans l'industrie. Non, vous ne trouvez pas qu'il y a... Enfin, pour moi, c'est le vrai problème. Cette crise est d'autant plus forte qu'en effet, moi, je vous suis plutôt, Patrice. On prévoit aujourd'hui, justement, alors depuis un certain temps, des dispositifs qui paraissent extrêmement robustes en matière de transparence, de compte à rendre, de reddition de comptes, de contrôle. Et on s'aperçoit que malgré tout cela, ceux qui veulent frauder parviennent encore à le faire. Et donc, en effet, moi je pense qu'il y a... que la question est modifiée par rapport à ce que ça pouvait être autrefois, où on se contentait des informations qu'on vous donnait, et puis voilà, les choses allaient bien comme ça. Et moi, ça me rassure, presque. Qu'on puisse encore frauder, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un monde où on ne pourrait plus. Et moi, j'avais un peu l'impression qu'on arrivait dans un monde où tout était bordé, cerné, on savait tout sur tout. Mais visiblement non, et plus ça va, plus on va découvrir. Et c'est finalement assez rassurant. Enfin, moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde trop. On a changé le logiciel pendant que je suis parti. Je m'attendais pas à cette réponse. Mais non, il vous surprend aujourd'hui. Vous êtes surpris par Jean-Charles. C'est très sympa, je trouve. Non, moi, la réflexion, elle est surtout le fait que toutes ces magouilles et tout ce manque de confiance qu'on peut trouver chez les gens en col blanc, souvent on s'inquiète beaucoup plus de ce qui peut se passer chez les plus humbles. Et en l'occurrence, Lehman Brothers, enfin toutes ces crises financières sont liées à des magouilles, là où il y a beaucoup d'argent. Et c'est mettre en confrontation les grands et les petits, souvent moi qui me choque. Donc moi je considère qu'on n'a pas à frauder ni au sommet, ni
chez les petits gens. C'est pas bien. Il y a une autre thèse alors qui court aussi, c'est qu'au fond, les États-Unis font ce qu'il faut pour se défendre de l'arrivée des entreprises européennes sur leur territoire. Le jour où on découvrira que les oies que nous gavons pour faire du foie gras sont aussi truquées en matière de pollution, on pourra en effet peut-être déduire ça. Parce que vous savez qu'ils interdisent. Ils interdisent. Et le camembert aussi. Le camembert, etc. Alors mais pour des raisons de sanitaires, d'hygiène aussi. C'est à peu près la même chose. En même temps, les Français n'y sont pas. Mais c'est vrai, mais si on prend, je sais pas, la BNP, enfin, un certain nombre d'affaires, d'amendes assez exceptionnelles, enfin, très très fortes, on a aussi l'impression qu'il y a une sorte de défense de l'industrie américaine. Il y a un vrai protectionnisme parcellaire, sauf que vous connaissez les règles, que vous n'y allez pas. Les Allemands ont tout fait pour entrer sur le territoire américain en connaissant les règles. Et ils ont voulu tricher pour s'adapter aux règles. Mais à un moment donné, vous avez triché, vous avez fauté, et ils vous ont fait même signer un document qui laissait à penser que vous ne pouviez pas tricher. Un peu comme à la douane, vous dites je fume pas, je ne suis pas terroriste, etc. Comme quand on va pas tuer le président. On a une avocate brillante à côté de nous. C'est vrai que c'est la charge de la preuve après de proposer un document. Mais voilà pourquoi l'Europe devrait aussi se construire. C'est aussi pour ça. C'est que le protectionnisme économique, il existe. Les Américains connaissent la parade. À nous, Européens, de se constituer de la même façon et d'avoir des parades du même ordre. Qu'on dise un mot peut-être alors de votre profession, parce que j'ai vu qu'il y avait un blues des pharmaciens, qu'il y a de plus en plus de pharmacies qui mettent la clé sous la porte, 200 je crois, cette année, et avec le projet d'un des syndicats de pharmaciens qui serait d'ouvrir au fond le capital à des non-pharmaciens pour permettre aux pharmacies de vivre mieux. Très vite, parce que c'est juste pour avoir un éclairage. Très vite, mais de la même façon que des sujets surgissent comme ça dans l'actualité, en réalité, ça fait des années qu'on en parle, même de la pollution. Non, parce qu'on a l'impression que c'est mais pour les pharmaciens, c'est pareil. Une profession privilégiée, quoi. C'est un sujet qui est dans la profession depuis des années. Alors oui, je confirme, nous avons des fermetures d'officines tous les ans à hauteur d'environ une par jour. 200, je crois qu'il y en a eu 200. C'est à peu près une par jour, 300 et quelques par an, une par jour. Oui, je confirme. De plus en plus, l'installation dans la profession est compliquée parce que ça nécessite des fonds d'apport personnel conséquents. Et enfin, parce que oui, on est, entre guillemets, allez, on va oser le mot, attaqué de part et d'autre, puisque la parapharmacie, qui est un élément de gagner un peu d'argent, est dans une concurrence acharnée. On a ne peut avoir lieu que se situer que dans les grandes villes. Voilà, la consommation des médicaments, on veut la faire baisser parce que ça coûte cher, mais en même temps parce qu'il y a aussi tout un lobby de consommateurs qui pensent qu'on consomme trop en France, et probablement que c'est vrai. Et donc je pourrais comme ça vous embêter avec une litanie d'éléments qui fait qu'effectivement les chiffres d'affaires baissent, le ticket d'entrée est beaucoup plus cher, l'endettement est toujours aussi important. On parlait des taxis à une époque qui étaient endettés pour acheter leur licence. De la même façon, on les retrouve. Mais alors, en même temps, il y a des projets. Il y a un livre blanc qui est en train de s'écrire pour trouver des solutions. Et effectivement, ce serait éventuellement l'ouverture du capital à la profession. Des capitaux extérieurs. Voilà. Alors, finalement, moi, je suis pas. Ce qui n'est pas dans la loi Macron, me semble-t-il. Hein. C'était dans les textes, dans l'esprit de la loi Macron. Dans l'esprit, mais pour une raison simple, c'est que ça manque de moyens. La profession. Comme les avocats. Voilà, de la même façon que les professions réglementées. C'est soit l'État qui réinjecte dans cette profession pour sauver des pharmaciens en difficulté, soit on dit on ne sait pas faire, on n'a pas les moyens, et à ce moment-là, on laisse rentrer les capitaux. Et les capitaux pourraient permettre une restructuration, parce que oui, il y a le consommateur qui est intéressé, le consommateur donc pour la santé publique, pour faire en sorte que les prix soient relativement bas. Donc tout ça fait que ça nécessite des capitaux. Moi, j'y suis favorable à une condition, c'est que ça reste effectivement sous l'autorité du diplôme et du pharmacien. Voilà, qu'il y ait un pharmacien qui soit responsable. Mais des capitaux, entre guillemets, qui pourraient acheter plusieurs officines et créer des réseaux, comme ça se fait dans de nombreux pays en Europe et dans le monde, des chaînes, des réseaux. J'y suis totalement favorable. Pour vous dire une chose, c'est que l'externalisation de tout ce qui se fait dans les pharmacies, qui ne nécessite pas un pharmacien, parce que le pharmacien, l'intérêt, c'est qu'il soit au comptoir avec ses clients pour du conseil, pour de la délivrance. À mon avis, son métier, il est là, et tout le reste doit être externalisé. Et pour ça, il peut y avoir un back-office, prise en charge du back-office qui soit prise par des structures qui n'enlèveraient rien à la santé publique et qui permettraient, à mon avis, de faire des économies à la Sécu et aux consommateurs. Alors, vous disiez, une des solutions, ça serait le financement par l'État. Visiblement, il n'a pas d'argent. C'était d'ailleurs la raison de la manifestation des élus locaux qui a eu lieu le week-end dernier pour protester contre la baisse des dotations de l'État. On regarde un sujet sur cette manifestation et on en reparle tout de suite après.
l'État français a le devoir d'entendre et d'écouter les maires de France qui lui demandent unanimement un étalement de la baisse de la DGF pour sauver nos communes. Ils étaient plusieurs dizaines d'élus à avoir répondu présent ce samedi à Poissy à l'appel de la mobilisation de l'Association des maires de France. Au cœur des revendications, la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. L'association évoque un danger sans précédent qui pourrait conduire à une réduction ou même une disparition des services publics. Les maires veulent sensibiliser à la fois l'État et leur population. L'État pour dire il faut une autre méthode. La population pour dire attention. Soit il y aura des augmentations d'impôts, soit il y aura une baisse des services. Et c'est la réalité qu'il faut partager. Ce n'est pas qu'une affaire de relation entre les maires et l'État, c'est la réalité de la commune. Certains services vont être redéployés, vont baisser. On va essayer de faire mieux ou pareil à égalité de dépenses, voire à baisse de dépenses. Mais si, une fois ces économies faites, il n'y a pas d'autre solution que la hausse d'impôts, nous serons obligés d'augmenter les impôts. Cette décision de l'État de réduire de 30% les fonds alloués aux collectivités locales impacte nécessairement leur fonctionnement. Sur la commune de Poissy, la dotation de 6 400 000 € en 2014 passera à 4 800 000 € en 2015. La ville de Plaisir, quant à elle, enregistre une baisse de 1 million d'euros. Nous sommes dans une réflexion forte et nous verrons avec la population, avec effectivement les élus, pour voir comment nous allons avancer et faire des véritables choix, pas forcément dans l'augmentation, mais peut-être dans des suppressions de certains services. C'est l'État qui nous y impose. Une pétition lancée en ligne par l'Association des maires de France a déjà récolté plus de 36 000 signatures. Ces mesures impopulaires représenteraient d'ici à 2017 un manque à gagner de 15,8 milliards d'euros pour les communes. Donc voilà la protestation des élus locaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a évidemment une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que beaucoup de ces élus sont des élus de droite ou du Parti républicain, et le Parti républicain veut passer de 50 milliards d'économies, ce qui est fait actuellement, à 100 milliards d'économies. Alors, à un moment, on peut se demander, mais comment on fait des économies si personne n'est d'accord quand ça vous touche personnellement? Qui veut réagir? C'est vrai que vous posez bien le problème, mais ça dépasse le cadre des républicains ou des maires de droite. Oui, mais il y avait des maires de gauche qui protestaient. C'est quand même chaque Français, dès qu'on touche à sa petite bourse, est là en train de dire mais c'est une catastrophe. Non, mais moi je ne veux pas payer plus d'impôts, je ne veux pas payer. Il faut donner plus. Enfin, les économies, on veut bien les faire, mais chez le voisin, dans la commune voisine, dans un autre département, dans un autre ministère. Voilà, c'est une incapacité française, et pas que française probablement, à accepter l'idée qu'il faille se serrer la ceinture par moment et que l'État ne veut pas tout et que si l'État donne tout, c'est les impôts en plus. C'est un truc, une équation qui me paraît hyper claire. Les impôts locaux ont beaucoup augmenté. Voilà, mais bien sûr, mais si les gens, si les administrés veulent continuer à avoir des piscines, des associations sportives et des tonnes de choses, il faut bien trouver l'argent quelque part. Donc soit on arrête, soit c'est la quadrature du cercle, mais ça va être difficile. C'est souvent le budget culture qui en pâtit. Je sais qu'en tout cas, c'est ce qui l'un des premiers qui en pâtit dans les Yvelines. Et on le déplore quand même, mais je suis bien consciente qu'il faut trouver l'argent quelque part. Et c'est dommage qu'il soit souvent puisé sur ce budget-là. Mais en même temps, c'est juste un mot sur la culture. La culture, on peut en faire quand même sans subvention. Moi, je suis éditeur, je veux dire, on touche pas. Les éditeurs ne touchent pas d'argent pour faire des livres, et les livres circulent, les livres se vendent. Donc on pourrait aussi concevoir qu'on a une idée de la culture en France, qui est notamment sur le spectacle vivant, qui est forcément à coût de subvention. J'ai rien, et c'est très bien de subventionner le théâtre. Il y a des choses qui ne se feraient pas s'il n'y avait pas du théâtre public ou des bien sûr, mais on peut quand même envisager que la culture, par moment, puisse être un peu plus chère, un peu plus payante, et qu'effectivement, comme on achète un livre, ben on paye sa place de spectacle un peu plus cher, parce qu'on a vraiment envie d'aller voir du spectacle. C'est pas aberrant. Oui, on avait par exemple sur Magny-les-Hameaux la maison de l'environnement qui était un lieu qui était quand même très intéressant et qui amenait du monde au-delà même des Yvelines, des gens qui venaient assister à ce qui était projeté ou les programmes qui étaient proposés et qui va être fermé maintenant. Ah non, mais justement parce qu'il y a c'est une sûrement très intéressant. Drastique du budget. On est tous d'accord, c'est sûrement passionnant, mais il faut bien que quelqu'un, quelque chose paye et assume ce budget. Donc qui le fait? Ça a une vertu au moins, tous ces épisodes, c'est que finalement on se rend compte que cet argent il était déversé et il servait. La preuve c'est que dès qu'on retire 1 euro à une association culturelle, vous entendez... Mais ça fait à peu près 20 euros par habitant. Hein, voilà, donc on se rend bien compte qu'à un moment donné, quand on retire des subventions, tout le monde va dire « ça me servait à moi ». Donc en gros, on a l'impression que tous les citoyens
savent qu'on paye trop d'impôts. On n'arrête pas On de voit à dire. quoi ça sert, au moins. On n'arrête pas de dire on paye trop d'impôts dans ce pays. On ne sait pas visiblement, où on n'en paye sert, pas on sait pas, assez. On n'arrête pas de dire qu'il y a trop de charges sociales dans ce pays. Il y a trop d'impôts directs et indirects dans ce pays. Il y a trop d'impôts. Moi, c'est le discours que j'entends. Sauf que cette vertu-là, au moins dans ces polémiques, c'est de dire, à chaque fois que vous retirez 1 euro quelque part, effectivement, c'est une association qui va la réclamer, qu'elle soit culturelle ou sportive. C'est les pharmaciens, puisqu'après tout, on parlait des pharmaciens tout à l'heure. Personnellement, en tant que président du club de foot de évidemment, puisque là, on a vu des élus, mais pas simplement des élus, on a vu des élus de droite qui, visiblement, critiquent une politique de gauche qui, au sommet de l'État, veut faire des économies de 50 milliards. Vous l'avez dit, la droite en réclame 100 milliards. Ils vont les prendre où? La nature ayant horreur du vide, il faudra bien qu'à un moment donné, quand on tire quelque part, on assèche d'autre part. Donc oui, moi je réponds oui. Il y a peut-être des économies de l'État. À cette table, on l'a dit souvent, moi, club de foot, j'ai perdu 23 000 euros, ce qui est colossal, parce que la Casquille a décidé, de faire, de supprimer les subventions à la culture, au sport, au nom du principe que ce n'était pas sa compétence, mais c'était aussi pour faire des économies. Et l'État, c'est-à-dire la politique de la ville, fait les mêmes économies. Donc tout le monde les fait, mais bien évidemment que j'en suis impacté. Sauf que il y a des choses avec lesquelles je n'avais pas pensé devant les difficultés financières, qui faisaient partie du quotidien. Donc moi, je considère que, c'est quoi, c'est 4%. Je pense que réellement, on peut les trouver dans la possibilité, dans le fonctionnement. Pas toucher au principe, pas toucher au fondement, ni la culture, ni le sport, mais 4%, on les trouve dans le fonctionnement. J'ai quelques exemples comme ça. J'avais un loyer, je m'en suis débarrassé pour essayer de me reloger d'une autre manière. J'avais un expert comptable, du coup j'ai négocié pour qu'il le fasse autrement, pour tout dire, bénévolement. Donc on a accentué le bénévolat, on a accentué... On parle d'association cette fois-ci. Et donc, c'est dans le fonctionnement. Par contre, il y a des choses sur lesquelles je ne bougerai pas. C'est le nombre d'éducateurs, c'est les valeurs, c'est l'objet. Mais sur 4% du budget, on doit pouvoir y arriver. Et sur le plan national, c'est de ça dont je parle. Il ne faut pas toucher au fondement, mais il faut peut-être essayer de trouver des méthodes pour gagner. Parce qu'il faudra bien qu'on s'y mette tous, les pharmaciens, les associations. Mais si c'est pour le bien commun, à une seule condition, c'est que ça soit bien géré et qu'il n'y ait pas les scandales dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y ait des milliards qui s'évaporent sur des scandales financiers. Et ce n'est pas populiste que de dire ça. Il y a réellement des milliards qui s'évacuent des fois, on ne sait pas pourquoi, quand moi je perds 23 000 euros. Je voulais juste dire que les dotations de l'État pèsent dans le budget, dans les recettes d'une municipalité, c'est 25%. En gros, ça correspond à, sur toutes les municipalités, ça fait 19 milliards d'euros par an. Donc c'est 25% du budget, donc c'est 4%, de 3 milliards, c'est 4% de 25% dont on demande, qu'on retire. Donc c'est pas aussi énorme, je pense, que ce que veulent bien dire les élus qui manifestent. Et je pense, comme Moustapha, qu'il faut faire des choix. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage que ça tombe sur de la culture ou ça tombe sur du sport. Il y a peut-être moyen aussi de faire des rationalisations au niveau de la mairie en tant que telle sur son propre budget, de fonctionnement, etc. C'est pas aussi, il me semble pas que ce soit aussi drastique que ça. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal quand on entend des maires de droite qui disent ils font pas assez d'économies, il faut en faire plus, c'est 100 milliards, etc. Et voilà. Ça va finalement réhabiliter le politique probablement pour les prochaines élections, parce que maintenant, ça sera au maire de décider d'avoir un programme clair en disant voilà, moi, ma priorité, c'est le sport, c'est la culture, c'est tel truc, et c'est pas tel autre. Et enfin, on va pouvoir recommencer peut-être à voter pour des gens en disant on est d'accord avec eux, on n'est pas d'accord. Voilà, et qui ont fait des choix. Et ça, c'est une bonne idée. Stéphane Monson. Trois observations sur cette manifestation. J'aime ou touche pas à ma commune ou j'aime ma commune. Comme si on pourrait dire touche à ma commune et j'aime pas ma commune. Bon. La première, c'est que je pense qu'il faut distinguer en matière de décentralisation. Parce qu'il y a quand même eu des vagues de décentralisation à propos desquelles les collectivités territoriales n'avaient rien demandé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas demandé à bénéficier de nouvelles compétences. Je pense à la vague de 2003-2004, au cours de laquelle l'État s'est déchargé, essentiellement sur les départements d'ailleurs, de compétences coûteuses. Par exemple, l'entretien du réseau routier. Ça, ce sont des coûts colossaux. Ou encore, pour parler toujours du département, des compétences en matière sociale qui sont aussi extrêmement coûteuses. Donc là, c'est vrai qu'on peut peut-être comprendre une partie de ce mécontentement. Mais de l'autre côté,
il faut aussi quand même signaler que nombreuses ont été les collectivités territoriales à solliciter de la part de l'État de nouveaux transferts de compétences pour avoir le sentiment d'exister à titre politique, en termes de pouvoirs locaux, et que je les trouve particulièrement malvenus aujourd'hui de se plaindre de ce qui se passe. La deuxième observation, c'est que j'ai aperçu sur ces images, notamment, elle n'est pas personnellement en cause, mais une ancienne ministre du budget, qui vient dire, qui participe à ce mouvement. Elle a plutôt, je trouve, au budget plutôt bien travaillé, mais au-delà de son cas, qui n'est pas en cause, mais comment peut-on ne pas avoir conscience de cette situation de schizophrénie dans laquelle le cumul des mandats, ce fichu et ce scandaleux cumul des mandats, plonge ses élus? Enfin, comment peut-on, dans sa mairie, se plaindre que l'État va baisser la dotation globale de fonctionnement, et puis le mardi suivant, devant les caméras de France 3 au Parlement, protester parce que l'État ne fait pas suffisamment d'économies? Bon, le jour où, enfin, de manière effective, 2017, paraît-il, on mettra fin à ce terrible cumul des mandats, je trouve que beaucoup d'élus locaux auront l'air moins... de jouer un double jeu. Mais enfin, voilà. Et là, je pense qu'en effet, ça participera à la réhabilitation du politique. Troisième et dernière observation, il y a l'intercommunalité qui existe. En réalité, ça existe depuis 1890, ça s'est développé depuis le milieu des années 1980. Là, il y a des économies à trouver. Il y en a beaucoup. Pourquoi est-ce que, à mesure que l'intercommunalité s'est développée en France, pourquoi est-ce que les recrutements d'agents publics, par exemple, dans les communes, a continué à croître? Pourquoi? Ça s'appelle une forme, il faut appeler les choses par leur nom, une forme de clientélisme, bien entendu. Donc, en matière de mutualisation de services municipaux, pourquoi est-ce qu'on trouve encore dans des communes qui sont intégrées à des intercommunalités des services qu'on trouve dans le même temps au sein de communautés d'agglomération, communautés de communes ou autres formes? Il y a des doublons, absolument. Évidemment qu'il y a des doublons. Donc, oui, c'est politique. Donc il y a des économies à trouver. Il y avait quand même des maires de gauche. Oui, il y avait des maires de gauche aussi. Et là, ça montre aussi la puissance, je ne veux pas dire du lobby, mais la puissance du local dans notre système politique. Rien ne se fait de la Fédération des élus locaux. Par exemple, l'association des maires de France, qui est un très gros lobby. Absolument. Donc voilà, il faut essayer de faire la part des choses, mais en regardant ça, c'est un côté un peu agaçant quand même. Nous-mêmes, nous mutualisons, puisque l'association que je préside perd des subventions. Mais pour le coup, on a lancé l'association Appel, qui permet de mutualiser des moyens entre associations. Mais oui, mais l'exemple est donné. Non, c'est vrai que ça permet, association, ça peut se faire au sein d'un groupement d'associations. Donc on peut être imaginatif. On peut l'imaginer. Pour des communes, pour des groupements. Voilà. On peut être imaginatif et créatif quand on a des contraintes. Peut-être un mot d'Emmanuel Macron. Vous avez vu que la polémique lancée après quelque chose qui a été prononcé. D'ailleurs, Florence Mercadet, vous pensez qu'on n'aurait pas dû faire cette polémique parce que c'est pas une parole publique au fond qui a été. Ah oui, moi j'ai été très choquée. Alors au-delà sur le statut, enfin la parole de Macron sur le statut des fonctionnaires. Allez. Oui, sur le statut des fonctionnaires. Au-delà de ce qu'il a pu dire, c'est le lieu. Il est dans un think tank où il vient pour réfléchir et c'est quelque chose qui doit être complètement off, dans lequel ça ne doit pas fuiter. Et ça fuite parce qu'une journaliste qui reconnaît après, elle a dit, ouais, j'aurais pas dû, mais bon, pour se faire peut-être mousser personnellement, pour ne pas la donner, elle balance le tweet et c'est parti. Bon. Moi, je trouve que c'est, de la part de cette journaliste, éthiquement, je trouve ça très choquant. Parce que soit on a des règles du jeu, on se retrouve, on est là pour réfléchir, pour débattre de tout. C'est pas le premier. Oui, mais on est, voilà, il est là. Non, mais c'est pas le premier. Oui, mais voilà, moi je trouve que c'est choquant et puis ça va amener. En même temps, bon, il a pas non plus démenti totalement ce qu'il avait dit. Ah non, mais pas de raison qu'il démente. Et les Français le soutiennent à 70%. Absolument, dont 65% de militants socialistes, quand même. Les Français le soutiennent. Les Français le soutiennent, la majorité ne sont pas concernés par le contrat de fonctionnaire, donc la majorité le soutient. C'est juste cette idée selon laquelle les fonctionnaires sont payés à rien foutre. C'est cette majorité-là qui va dire le contraire, mais que je sache, il n'y a pas 60 millions de fonctionnaires. Donc la majorité le soutient, parce qu'il y a cet anti-fonctionnaire qui plane tout le temps, l'idée selon laquelle ils sont payés à rien foutre. Donc à mon avis, ce n'est pas 70% qui soutiennent la réalité. C'est 70% des Français qui disent « Moi, j'ai pas de statut, je suis pas protégé, et c'est pas normal que d'autres les autres le soient. » Donc, il y a 30% de fonctionnaires. Probablement. Non, mais moi, oui, je suis assez
cet avis sur le off. Maintenant, le off, ça ne veut plus rien dire à l'heure actuelle. Et on sait, donc, quand on dit quelque chose... Quand on est un ministre, quand même, on sait très bien, quand on tient des propos dans une enceinte où il y a quand même des gens qui ont mais là, il n'était pas... des téléphones, il n'est pas une tribune. Ce genre de choses par hasard. Ça dit moi, après, je veux dire, comme toute personne... On se demande même s'il n'est pas téléguidé pour dire les choses. Voilà. Moi, comme toute personne que déteste Martine Aubry, mais extrêmement sympathique. Donc, maintenant, Macron peut dire n'importe quoi. Tant que Martine Aubry le déteste, je l'aime. Voilà. Donc, c'est clair et net. Et Gérard Filoche, qui a fait un site... Ah non, mais Gérard Filoche, il pleure tout le temps. Il est fatigant. Non. La politique, c'est pas des larmes. Cela étant, ça dit beaucoup de la société dans laquelle on vit. À un moment donné, on ne peut plus parler. Par exemple, là, je ne sais pas si on est écouté, mais on débat entre nous depuis tout à l'heure. Imaginez que la caméra ait enregistré tout ce qu'on dit. Il a fait tout ce que je pense. Ça sera sur la place publique. Alors que moi, j'ai imaginé donner la parole à un fonctionnaire. On en a un parmi nous. On a un fonctionnaire. On a un fonctionnaire. Statistiquement, c'est normal. 1 sur 2, 3, 4, 5, 6. Oui, un fonctionnaire de l'État. De l'État. Voilà. Alors là, moi, je trouve que dans un premier temps, ce qui a été dit, je pense que ça a été dit de manière assumée. Et je pense qu'il faut lancer des débats sur tous les sujets. On en avait parlé il n'y a pas longtemps ici sur l'histoire des 35 heures. Le statut de la fonction publique, ou les statuts de la fonction publique, ça fait partie des débats qu'on peut avoir. La deuxième remarque, c'est que, comme d'habitude, et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, on prend la question uniquement par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire, ah bah oui, alors vous êtes pour le statut des fonctionnaires. Soit vous êtes fonctionnaire vous-même, soit vos parents le sont, ou vos enfants. Mais, soit vous l'êtes pas. Soit vous l'êtes pas et vous êtes contre. Non, c'est quand même un peu plus subtil que cela. Et jamais dans les commentaires qui... C'est compris, Moustapha C'est bien ce que je dis. Non, mais c'est ce que disait Moustapha, justement. Ça, c'est... C'est le principe de la télé. Jamais dans les commentaires qui ont été faits sur ces paroles, l'essentiel n'a été rappelé. À quoi ça sert un statut? Pourquoi est-ce qu'on a donné un statut aux fonctionnaires en 1946? Pourquoi? Tout simplement pour mettre fin à des décennies de situations qu'on trouverait aujourd'hui scandaleuses, dont je parlais tout à l'heure, mais enfin, toute chose étant égale par ailleurs, ça n'a rien à voir, qui s'appelait le clientélisme. Oui. Comment est-ce que ça se passait? Eh bien, les agents publics étaient recrutés sans concours, pour la plupart. Il y avait des hauts concours qui existaient, mais moi, maire ou haut fonctionnaire, je pouvais recruter qui je voulais. Je recrutais qui? Les enfants de mes amis, mes propres enfants, mon épouse, etc. Sauf que maintenant, ils sont tous de gauche. Non, mais le statut, ça a été un énorme progrès. Alors, non pas pour les fonctionnaires eux-mêmes, mais pour ce que j'oserais appeler la puissance publique. C'est-à-dire pour la neutralité, pour protéger. Qui emploie les fonctionnaires? Ce sont ultimement des élus, des politiques. Donc, pour garantir une certaine forme de neutralité, je ne veux pas dire d'indépendance, parce qu'il n'y a pas lieu, sauf pour certaines professions, les magistrats, les universitaires, etc. Mais pour garantir une forme de neutralité du service et de continuité du service. Oui. Même si les politiques passent, les fonctionnaires doivent rester. C'est pour ça qu'on leur a donné une garantie de carrière pour avoir des gens plutôt compétents. Alors, si on veut basculer dans un système dit de privatisation, certains États l'ont fait. Je pense à l'Italie berlusconienne, par exemple, qui a aboli, sauf pour les magistrats, les militaires et les policiers, les statuts de fonction publique. La plupart des agents qui travaillent pour la puissance publique en Italie aujourd'hui sont des contractuels de droit privé, des salariés de droit privé. Dans les faits, qu'est-ce que ça a changé? Pas grand-chose, en réalité, sauf que la question cruciale qui s'est posée était celle du concours de recrutement. Alors, je sais bien que c'est une modalité qui pourrait être revue. On dit en France, on réfléchit toujours par le prisme de ce fichu concours qui ne signifie rien. Sauf que c'est quand même une petite garantie. Oui, c'est une garantie quand même. De recruter, pas forcément le meilleur, mais de faire échapper, en tout cas, à la décision d'un seul, la décision de recruter un agent public. Ça n'est tout de même pas rien. Donc, voilà à quoi ça sert. Alors, ce qui est intéressant dans ces discours-là, mais après on passe parce que je voudrais qu'on finisse par le football, on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est que quand on dit, voilà, il y a des gens qui ont un statut plutôt protégé et des gens qui ont un statut plutôt précaire, plutôt que de dire on va protéger ceux qui sont précaires, on rend plus précaire le statut de ceux qui sont protégés. En même temps, ce statut, je ne suis pas sûre qu'ils voulaient le remettre complètement en cause, ils voulaient le faire évoluer. En même temps, si ce statut était aussi formidable
que ça. Pourquoi est-ce que dans la fonction publique, on embauche autant de gens en contrat à durée déterminée, de 6 ans renouvelables 1000 fois, pourquoi on embauche autant de vacataires, pourquoi des contractuels? Pourquoi est-ce qu'ils sont au niveau de l'État, on est obligé de contourner la fonction publique pour avoir un flot de personnes, pour avoir de la flexibilité? Vous avez raison, mais qu'il y a un débat, vous avez raison. Oui, ce qui est toujours énervant dans ces choses, c'est que c'est des petites phrases qui sortent et qu'il n'y a pas de projet derrière. On ne sait pas pourquoi ça sort, ça fait du buzz, tout le monde en parle. S'il y a un projet derrière et s'il y a une discussion, un débat, c'est possible. Dernier peut-être sujet, je voudrais qu'on parle quand même de football puisque Moustapha est là. Vous avez vu les incidents qu'il y a eu au match OM-OL avec la statue de Valbuena qu'on brûle, des bouteilles qui sont jetées sur le terrain et tout le monde qui dit c'est scandaleux, la Ligue qui va prendre des sanctions. Est-ce que vous trouvez que c'est normal de prendre des sanctions ou est-ce que vous trouvez qu'après toute cette agitation-là sur un terrain de foot et sur des supporters de foot, c'est à peu près normal? Alors, vous qui êtes un homme de valeur et d'éducation pour le football. Le soir même où Zidane avait mis un coup de boule à un des joueurs, j'étais pas dans l'idée que ce qu'il avait fait était bien, parce qu'on a encore une fois des choses à transmettre, quoi qu'on en dise. Là, c'est pareil. Je regarde le match, l'interruption du match, on l'a vu. Oui, interrompu 20 minutes. Écrans, c'est évidemment super choquant. Il faut commencer par le dire. Donc c'est choquant, d'abord cette statue. Le pendu. Ensuite, à chaque fois qu'il touche la balle, on siffle. Enfin, je veux dire, il y avait toute une atmosphère très, 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 très haineuse et très électrique à son égard, qui sont choquantes. Stratégiquement, à l'Étoile sportive de Trappes, stratégiquement, je dis qu'il faut accueillir nos visiteurs, accueillir nos officiels, faire en sorte que les gens viennent au stade qu'ils ne sont pas menacés quand ils viennent chez vous. Les meilleures dispositions pour jouer au foot. Si on ne parle plus foot. Non. Voilà. Donc, clairement, il faut commencer par le condamner. Deuxièmement, il est évident que ça a valeur d'exemple. Quoi qu'ils disent. Oui, vous comprenez, nous, après tout, on est comme les autres. Si on se fait insulter, on répond. Si on me crache dessus, je crache. Ouais, mais non. Il faut peut-être qu'on leur apprenne ça aussi. C'est que vous passez à la télé. Un ministre dans un think tank complètement planqué, il ne pensait pas qu'on allait dévoiler sa parole. Aujourd'hui, on est dans cette ère-là où tout sort. Sauf que là, ça se passe en direct sur Canal+, c'est relayé par toutes les télés du monde. Donc à un moment donné, on devrait peut-être leur apprendre que quand vous jouez au foot, vous êtes regardé, vous avez aussi valeur d'exemple. Et c'est ce que je dis. Et c'est ce que je dis à mes joueurs. Oui, vous avez une valeur d'exemple. C'est un peu l'inverse. S'ils n'étaient pas regardés, il n'y aurait pas ces débordements. On n'a jamais vu ce genre de débordement dans un match de 22e. Il y a des violences, il y a des. Alors c'est là où je veux en venir maintenant. De 22e division, il n'y a pas de tendu dans les trucs. Si, parce que j'y suis dans cette division. Tous ceux qui ont joué un peu au foot, ils savent qu'on a des petits clubs, on prend des coups. Il y a de la bataille. Jean-Charles, j'y suis à ce niveau dont vous parlez. Et moi, j'ai 3 joueurs qui se sont fait massacrer, lynchés par une tribune. Parce que ça part d'un rien. C'est là que je voudrais dire aussi qu'il ne faut pas non plus qu'on s'emballe trop vite. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, il faut commencer par le condamner. Il faut que les présidents des clubs soient sanctionnés, parce qu'il y a ce qu'on appelle la police des terrains. La police des terrains est attribuée au président que nous sommes. Donc il faut qu'il fasse sa police. Donc il sera condamné, il y aura des dommages et intérêts, il y aura des gens qui seront probablement condamnés. Alors après, il faut quand même qu'on reste zen, parce qu'encore une fois, c'est comme partout. Dans un quartier, c'est des minorités qui foutent le bordel. Dans un stade, c'est une minorité qui fout le bordel. Dans un groupe allemand, c'est des minorités qui fraudent, et pas les Allemands. Chez les musulmans, c'est des minorités qui foutent le bordel, probablement, et on va en faire toute une histoire au nom d'un peuple et de la globalisation. Donc c'est là où je dis qu'à un moment donné, il faut se calmer, ça reste des agités, et il y en a très peu, trop peu, mais suffisamment visibles pour que ça se passe mal. Donc il faut le condamner et il faut lutter. Mais je reviens sur ce que tu as dit. À mon niveau, ça commence par des blagues, c'est toujours pareil, c'est l'effet de masse, vous avez tous participé à des groupes. La preuve, c'est que nous, individuellement, on est sages. Mais quand on se retrouve en groupe, on a tendance à dire les choses un petit peu plus... Voilà. Mais seul, on est un peu plus posé. Et ben, je vous assure que l'effet de meute, l'effet de masse, l'effet de groupe, l'effet d'ambiance qu'il peut y avoir dans un stade, ça dégénère. Vous savez qui a été condamné pour avoir jeté des projectiles? Vous savez, le profil du mec qui a été condamné, on l'a vu récemment à la télé. Moi, je m'attendais à ce que ça soit des mecs de chez moi, je m'attendais à ce que ça soit des blacks, blancs, peut-être pas, au moins beurre. Moi, je m'attendais à ça, je m'attendais à des gens complètement agités. Non, mais la façon dont on pourrait le percevoir. Parce que le foot, d'ailleurs, le livre le dit, a priori, c'est pas fait spécialement que pour des intellos, c'est l'art et la bannière. La bannière, moi je vais la relever, la bannière du foot éducatif, la bannière du foot de celui qui propose des solutions pour faire en sorte que dans
quartiers, dans les banlieues, dans les cités, partout sur le territoire, le foot soit une valeur qui soit transmise. Pour dire que le type qui s'est fait choper et emprisonné, bah, c'est juste un type qui fait Sciences Po ou qui fait une école de commerce, le bon petit blanc, qui est parti, qui vient se défouler, le soir. Et ça a dégénéré. Merci, Mustapha, il faut qu'on arrête. Un mot là-dessus, quelqu'un rapidement, non? C'est fait dire. Ben, je recommande alors le livre publié chez aux éditions La Joanie, L'art et la bannière. Si vous voulez voir alors les banderoles de foot les plus haineuses parfois, mais les plus drôles. Alors je cite la première quand même. Vous vous souvenez quand Lens était venu à Paris, il y avait cette banderole pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les ch'tis. Évidemment, les gens qui avaient mis cette banderole ont été condamnés, mais la semaine d'après, il y a une autre banderole qui arrive qui dit « Désolé, on ne savait pas que vous saviez lire ». Magnifique, magnifique. C'est magnifique, c'est drôle et on peut rire avec le recul. Hein, on peut même s'en servir dans les écoles là, de foot, parce que si on l'explique bien... Oui, il faut l'expliquer. Et c'est expliqué, il y a une préface, c'est resitué sur chaque banderole. Donc, bravo, je le recommande. Hein. Merci beaucoup à tous les 5 et à très bientôt pour un nouveau PAF, j'espère. Merci.